Je m'appelle Elijah Vance. J'ai 70 ans et pendant 38 de ces années, ma fille Nia a été le centre de mon univers. Hier soir, elle se tenait dans mon salon, tenant un billet de loto valant 125 millions d'euros. Un billet que j'avais acheté. Elle et son mari ont regardé les numéros gagnants, puis m'ont regardé et m'ont jeté dehors de ma propre maison sous une pluie battante. Ils pensaient avoir tout gagné. Mais tandis que je me tenais sur le trottoir mouillé, j'ai simplement souri. Ils avaient oublié de lire ce qui était écrit au dos du billet. L'air du salon était chargé de l'odeur du vieux papier et du parfum subtil des gardénias que ma défunte épouse Laurette cultivait autrefois. J'étais assis dans mon fauteuil, son cuir usé, aussi familier que ma propre peau. À la télévision, la voix de l'animateur de l'Euro-Million était d'une gaieté artificielle. Nia était perchée au bord du canapé, tendue comme un ressort, tenant le bulletin de jeu comme une relique sacrée. Son mari Didier se tenait derrière elle, les jointures blanches sur son épaule, fixant l'écran avec une avidité pure. L'animateur a annoncé le premier numéro, Vingt 3, l'anniversaire de Laurette, puis le 8, le mois de notre mariage. Une confiance tranquille s'est installée dans ma poitrine. Les troisième et quatrième numéros sont venus, 16, 40 et 1. Nia a halté, ses yeux allant du billet à l'écran. La pièce s'est figée. Puis est venu le dernier numéro, 52, une correspondance parfaite. L'animateur a appelé les étoiles, 6 et 3. Nia a regardé le billet, son visage vide de choc. Puis un cri de triomphe pur a jailli de sa gorge. Didier a rugi, levant le poing. Ils se sont effondrés dans les bras l'un de l'autre, criant « 125 millions d'euros ». Le soulagement m'a envahi. La fuite du toit pourrait être réparée. Nia pourrait rembourser ses prêts étudiants et la montagne de dettes de carte de crédit de Didier. Ma fille serait enfin libérée de ses soucis. J'avais tenu ma promesse à Laurette. Mais alors le rire s'est arrêté, coupé net comme si on avait actionné un interrupteur. Leurs expressions ont changé. La joie a disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Didier a fait un pas en avant, créant une nouvelle équipe de 2. « Eh bien, Elijah, dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance, on dirait qu'on n'aura plus besoin de tes chèques de retraite. » Pendant 2 ans, ma modeste pension mensuelle avait maintenu leurs lumières allumées. J'ai regardé Nia, m'attendant à ce qu'elle me défende. Elle n'a rien dit, ses yeux durs comme des pierres polies. « Papa » commença-t-elle d'une voix plate. « On a besoin d'espace. On va avoir des invités importants maintenant, des conseillers financiers, des avocats. Il est temps que tu trouves ton propre logement. » Mon propre logement, ai-je répété, ma voix rauque. Nia, c'est ma maison, la maison que j'ai construite avec ta mère. Didier a ri d'un rire laid. Plus maintenant, le vieux. Tu as signé l'acte de propriété à Nia l'année dernière quand tu as eu ce problème de santé. Tu te souviens? C'est notre maison maintenant. Légalement. Le souvenir m'a frappé de plein fouet. Le cabinet d'avocat stérile, le stylo dans ma main tremblante. Nia avait pleuré, disant que c'était juste une formalité pour éviter les droits de succession. Je l'avais cru. J'avais signé le travail de ma vie par amour. Didier a disparu dans ma chambre et est revenu avec mon vieux sac de pêche, le jetant à mes pieds. « Voilà tes affaires, dégage !» Il a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant dans mon biceps. J'étais trop abasourdi pour résister. Il m'a traîné jusqu'à la porte d'entrée. J'ai regardé Nia une dernière fois. Elle ne voulait pas croiser mon regard, fixant le papier peint comme s'il détenait les secrets de l'univers. C'était une lâche. La porte a claqué. Le verrou a cliqué. Une bruine légère a commencé à tomber, trempant mon pull fin. Je suis resté figé sur le perron, l'esprit tournant à toute vitesse. Par la fenêtre, j'ai vu leurs silhouettes bouger à l'intérieur, animées et excitées, planifiant leur nouvelle vie dans les ruines de la mienne. La pluie froide s'est infiltrée plus profondément, carriant les fantômes du passé. J'ai vu le visage de Laurette sur son oreiller d'hôpital. « Promets-moi, Ellie », avait-elle murmuré. « Prends soin de notre fille. » Toujours, j'avais promis. Je me suis vu à l'aciérie, la chaleur du haut fourneau sur mon visage. Je me suis vu à mon deuxième travail, poussant une serpillière à 2 heures horaires du matin, le dos hurlant de douleur. Tout ça pour les frais d'université de Nia. Je me suis souvenu avoir vendu ma collection de John Coltrane pour aider Didier à rembourser une dette de jeu. Chaque souvenir était un nouveau coup de poignard de trahison. Mais alors quelque chose a changé. La pluie froide est devenue clarifiante. Elle a lavé le brouillard du choc et du chagrin. Une résolution froide et dure s'est formée. Ils pensaient que j'étais un vieil homme faible dont on pouvait se débarrasser. Ils avaient oublié qui j'étais. J'étais Elijah Vance. J'avais travaillé dans une aciérie pendant 40 ans, transformant le minerai brut en quelque chose de solide et d'incassable. J'étais un survivant qui tenait ses promesses. Ma promesse à Laurette était de prendre soin de notre fille. Debout sous l'averse, j'ai réalisé que parfois prendre soin de quelqu'un insignifie
lui donner une leçon si tranchante et profonde qu'elle refaçonne son âme. J'ai redressé le dos et j'ai sorti mon vieux téléphone à clapet. J'ai fait défiler le nom de Nia et me suis arrêté sur un nom qu'elle ne savait pas exister. Marc, mon plus vieil ami de la Syrie. J'ai appuyé sur appel. Le téléphone a sonné 3 fois. À la 4e, une voix familière a répondu. « Élie, ça va ?» Il est tard. « Marc, c'est Elijah. On a une situation. » Les numéros sont sortis. Un silence stupéfait. « Sortis, tu veux dire nos numéros ?»« Tous ?»« Tous. L'euro million. 125 millions d'euros. » Un sifflement bas, puis un cri de joie. « Bon sang, Élie, on l'a fait. 15 ans. » « Marc, ai-je coupé court à sa célébration. Il y a un problème. Nia et Didier m'ont mis dehors, ils essaient de réclamer tout le prix. La joie s'est évanouie, remplacée par un silence froid et dangereux. J'ai tout expliqué. L'annonce, leur changement soudain, l'acte de propriété, le fait d'avoir été jeté dehors. Marc et moi, ça remontait à 45 ans, à notre premier poste à la Syrie. On s'était vus à travers tout. Notre amitié avait été forgée dans la chaleur du haut fourneau, dans la compréhension partagée qu'on couvrait toujours le dos de l'homme à côté de soi. La fraternité du poste avait commencé il y a 15 ans. 12 d'entre nous, tous vétérans de l'équipe de nuit, avions décidé de mettre notre argent en commun pour l'euro million. 2 euros par semaine de chaque homme. Nous avions un accord formel notarié, me désignant comme fiduciaire. C'était un pacte, une continuation du lien que nous avions formé au fil des décennies. Finalement, Marc a parlé. Sa voix d'acier froid. Ce gamin Didier, je ne l'ai jamais aimé. Il a toujours eu des yeux de serpent. Mais Nia, la fille de Laurette, je n'arrive pas à y croire. Il a fait une pause. Ils se sont attaqués aux mauvais vieux. Qu'est-ce que qu'on fait ? D'abord, tu viens chez moi. Ensuite, on ne les appelle pas. On les laisse croire qu'ils ont gagné. Troisièmement, demain tu appelles Amani Carter. C'est qui ? La petite fille de Jacques Carter. C'est une avocate. On l'appelle un requin. Et un requin, c'est exactement ce qu'il nous faut. Le lendemain, je me suis retrouvé dans le cabinet d'Amani Carter au centre-ville, dans une tour de verre élégante. Son bureau était tout en acajou massif, fauteuil de cuir noir et une immense baie vitrée surplombant la ville. Amani elle-même était une force de la nature. Tailleur bleu marine impeccable, chignon sévère, poignée de main ferme. Ses yeux sombres et intelligents ne rataient rien. « Monsieur Vance, dit-elle sans préambule, Marc m'a expliqué les grandes lignes. Maintenant, racontez-moi tout. Je l'ai fait, je lui ai parlé de la fraternité, de l'accord notarié, du compte bancaire dédié, de la signature de l'acte, des mots exacts de Didier. Elle a écouté sans interruption, enregistrant chaque mot dans son esprit. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse, fixant la ville en contrebas. Finalement, elle s'est retournée, une lueur de colère froide dans les yeux. « Monsieur Vance, ce que votre fille et son mari ont fait est moralement méprisable. Mais ce qui m'intéresse, c'est que leurs actions sont aussi légalement catastrophiques pour eux. Ils nous ont offert un cadeau. » Elle s'est penchée en avant. « La cupidité rend les gens stupides, monsieur Vance. Et votre gendre a l'air exceptionnellement stupide. Il croit que la possession du billet est tout. Ils ont tort, le billet n'est qu'un reçu. La vraie preuve, c'est la trace papier, l'accord, le schéma de comportement. Vous avez tout ça. » Une lueur d'espoir est apparue. « Donc on peut les combattre ?» Un mince sourire a touché ses lèvres. « On ne va pas les combattre. On va les laisser entrer dans une cage légale parfaitement construite, puis on verrouillera la porte derrière eux. » Okota. Elle a exposé la stratégie avec une simplicité élégante. On ne fait rien pour l'instant. On les laisse se rendre publics, engager des avocats et des conseillers financiers, annoncer leurs gains, qu'ils commencent à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Chaque interview arrogante, chaque voiture de luxe achetée à crédit est un autre barreau de leur cage. Elle s'est levée devant la fenêtre. Ils ont commis une tentative d'escroquerie en bande organisée. Ils ont exercé une influence indue pour prendre le contrôle de votre maison. Ils tentent de frauder 11 personnes. Quand le moment sera venu, on présentera nos preuves directement à la Française des Jeux. On gèlera le billet, puis on dictera les conditions de leur reddition. Elle s'est retournée, les yeux flamboyants. Pour l'instant, monsieur Vance, vous allez chez Marc. Vous vous reposez. Laissez-moi rassembler les preuves, laissez-les faire la fête. Plus la célébration est grande, plus la chute sera dure. Je me suis levé, me sentant plus grand que je ne l'avais été depuis des années. Merci, mademoiselle Carter. On n'a pas encore fini, monsieur Vance, dit-elle, ce mince sourire revenant. Mais on le sera.
Pendant que je restais dans la chambre d'amis tranquille de Marc, le monde de Nia et Didier a explosé dans un excès écœurant. Amani avait eu raison. La cupidité les avait rendus non seulement stupides, mais bruyants. Les réseaux sociaux de Nia, autrefois remplis de photos de jardin, ont éclaté d'excès. D'abord est venue une photo d'eux devant ma maison avec du champagne. À notre nouvelle vie, de grandes choses arrivent. Ils appelaient ça leur maison sans honte. Ensuite, une décapotable rouge cerise. Didier appuyé contre, lunettes de soleil sur le nez avec ce sourire narquois. Légende, du ballet l'ancien, place au nouveau, d'Ashta Benny Vielotto. Des vidéos d'eux visitant un manoir monstrueux. Des photos dans des restaurants huppés. Nia drapée dans des vêtements de créateur, son sourire de plus en plus crispé. Le pire, c'était la fête dans mon jardin. Là où j'avais appris à Nia à faire du vélo, où les roses de Lorette fleurissaient encore. Des inconnus piétinaient à la pelouse, renversaient des verres sur la terrasse que j'avais construite. Nia et Didier se tenaient au milieu comme des monarques présidents sur des imbéciles. Chaque publication était un nouveau coup de poignard, mais je me forçais à regarder. L'équipe d'Amani enregistrait tout. Pendant qu'ils faisaient la fête, Marc et moi nous sommes mis au travail. Dans une petite agence de crédit mutuel, nous avons ouvert un coffre-fort poussiéreux. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe Kraft, l'accord officiel euro-million de la fraternité du poste. 3 pages, 12 noms, les règles, la déclaration claire que tous les gains seraient en partagés également. 12 signatures, toutes notariées il y a 10 ans. Inattaquable. Marc l'a regardé et a souri d'un air sombre. Ça, c'est le marteau. Ensuite, nous avons rassemblé les clous. Nous avons imprimé 15 ans d'historique bancaire du fonds de la fraternité, chaque semaine. 11 dépôts de 2 € chacun. Chaque semaine, un retrait de 24 € de ma carte de débit, une tapisserie numérique de loyauté, une vérité belle et méthodique dans le langage froid des chiffres. La pièce finale. Nous sommes allés au bureau de tabac de Monsieur Kim, où j'achetais les billets tous les vendredis depuis 5 ans. J'ai expliqué la situation. Il nous a conduits à son bureau et son système de vidéosurveillance et a rembobiné jusqu'à la semaine dernière. J'étais là. Marchant vers le comptoir, glissant la carte de débit de la fraternité, le billet s'imprimant. Parfait. Vous pouvez faire une copie, David ? Il a hoché la tête. Pour vous, Elijah, tout ce que vous voulez. Il m'a tendu la clé USB. Nous avions maintenant tout. Le marteau, les clous, le plan du crime. Le lendemain matin, nous sommes retournés au cabinet d'Amani avec une mallette contenant l'accord, les relevés bancaires et la clé USB. Nous l'avons posée sur son bureau d'acajou. Elle a examiné chaque pièce en silence, lisant chaque ligne, scrutant les relevés, visionnant la vidéo. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux. Le masque professionnel avait disparu, remplacé par une satisfaction prédatrice pure, le regard d'un requin sentant le sein. « Messieurs, dit-elle, sa voix un ronronnement dangereux, ils sont bel et bien finis. » Elle a tapé rapidement pendant 10 minutes, puis a imprimé une lettre d'une seule page adressée au service juridique de la Française des Jeux. C'était formel, froid, dévastateur, citant la fiducie légale, l'accord de copropriété multiple, et demandant le gel immédiat de tous les gains en attendant une enquête sur des réclamations frauduleuses. Elle l'a signé et l'a tendu à un assistant juridique. « Envoyez ça par coursier. Je veux que ce soit sur leur bureau avant le déjeuner. » Elle s'est adossée à son fauteuil. Le piège est maintenant tendu. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est attendre qu'ils y entrent. La semaine qui a suivi a été l'une des plus calmes de ma vie. Marc et moi sommes tombés dans une routine simple. Café sur son balcon au lever du soleil, parlant du bon vieux temps, s'occupant de son jardin. Nous ne parlions pas de l'argent. C'était une présence silencieuse et lourde, une tempête se rassemblant à l'horizon. Nous attendions le tonnerre. L'appel est venu jeudi après-midi. J'arrosais les roses de Lorette, que j'avais replantées dans des pots sur le balcon de Marc. Mon téléphone a vibré. Le nom d'Amani Carter. « Monsieur Vance », dit-elle. Un sourire tranchant comme un rasoir dans le ton. Les poissons ont mordu à l'hameçon. Ce soir-là, dans son bureau, elle a tout raconté avec une précision froide, ses yeux brillants du frisson de la chasse. Nia et Didier avaient engagé leur propre avocat, un personnage tape à l'œil nommé Barry, avec un costume bon marché et un sourire trop confiant. Ils avaient programmé leur rendez-vous avec la Française des Jeux ce matin-là, arrivant comme des monarques à un couronnement. Didier dans un nouveau costume trop serré, Nia dans une robe voyante et des lunettes de soleil surdimensionnées. Ils n'avaient pas été accueillis par des gens des relations publiques, mais par une femme au visage sévère en tailleur gris, la directrice des affaires juridiques de la commission. Elle les a conduits au-delà de la salle de presse dans un couloir tranquille vers une salle de conférence sans fenêtre.
La peau sale des mauvaises nouvelles. Et ces mauvaises nouvelles, à l'intérieur, les attendaient la directrice et le conseiller juridique en chef. Pas de chèque géant, pas de ballon, juste de l'eau et un dossier juridique inquiétant. La directrice a commencé d'un ton monocorde. Merci d'être venu, mademoiselle Vance, monsieur Henderson. Nous avons reçu votre demande préliminaire pour le jackpot de 125 millions d'euros. Didier s'est penché en avant, souriant narquoisement. C'est nous, prêts à lancer le spectacle. La directrice l'a fixé, l'expression impassible. Elle a ouvert le dossier. Malheureusement, nous ne pourrons pas traiter votre demande. Depuis 9h hier matin, une injonction légale a été déposée contre ce numéro de billet. Les gains ont été officiellement gelés. L'atmosphère a crépité. Nia est devenue pâle. Le sourire narquois de Didier s'est évanoui. « Gelé » a-t-il bégayé. « Qu'est-ce que vous voulez dire gelé ? C'est notre billet, on a gagné. » Le conseiller a parlé d'un ton sec. Selon l'avis juridique, il y a un différend de propriété important. Une réclamation a été déposée par une entité fiduciaire citant un accord notarié préexistant concernant la propriété collective. Didier a commencé à tempêter. Quel fiduciaire ? Quel accord ? C'est n'importe quoi. La directrice a levé la main. Monsieur, la possession n'est pas le seul déterminant de la propriété. La réclamation est substantielle et soutenue par une documentation extensive. Jusqu'à résolution, nous ne pouvons libérer aucun fonds. Didier est devenu rouge, criant à propos de poursuites et de chantage. Le conseiller a attendu avec un ennui profond. Quand Didier a manqué de souffle, il a dit « Vous êtes libre d'engager une action en justice. Cette réunion est terminée. » Didier a appelé leur avocat Barry sur haut-parleur. Une décision stupide. Après l'explication paniquée de Didier, Barry a ri. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une réclamation parasite classique. Un vieux fou qui essaye d'avoir sa part. On va régler ça. Juste du chantage. L'avocat de la commission a haussé un sourcil. Il savait exactement à quel genre d'amateurs ils avaient affaire. Une réunion formelle a été programmée pour la semaine suivante entre toutes les parties. La cage était construite, l'appât pris, la porte claquée. La vraie confrontation était sur le point de commencer. La salle de conférence était une boîte aux parois de verre au dernier étage, semblant flotter au-dessus de la ville. La table était une dalle massive de bois sombre poli. De notre côté étaient assis Marc, Amani et moi. Marc avait l'air solide comme une montagne. Amani était l'image du pouvoir contrôlé, un épais dossier devant elle. Je ressentais un étrange détachement, comme si je regardais un film de ma propre vie. La porte s'est ouverte. Leur avocat Barry a mené la marche. Costume bon marché, essayant d'avoir l'air cher, montre en or trop grande, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Derrière lui sont venus Didier et Nia. La poitrine de Didier se gonflait d'indignation vertueuse, les yeux fuyants nerveusement. Puis j'ai vu ma fille. Mon cœur a sursauté. Elle avait l'air petite, sa robe chic l'avalant, le visage pâle, les yeux cernés de peur. Pendant un instant, j'ai vu la petite fille qui courait vers moi quand elle avait peur. Puis elle a regardé Didier et le masque de défi s'est remis en place. Ils se sont assis en face de nous. Le vaste bois poli entre nous semblait un gouffre creusé par la trahison. Barry a commencé sans préambule, sa voix forte et théâtrale. Allons droit au but. Mes clients, Nia Vance et Didier Henderson, sont les propriétaires légitimes et uniques d'un billet euro-million gagnant. Nous sommes ici par courtoisie pour mettre fin à cette réclamation ridicule et sans fondement. Franchement, c'est embarrassant. Il m'a pointé du doigt. Monsieur Vance, bien que nous comprenions que vous puissiez vous sentir en droit d'avoir une partie de la chance de votre fille, ce sentiment ne crée pas de réalité juridique. Le fait est simple et indiscutable. Le nom de mademoiselle Vance est sur le billet. Elle est la propriétaire légale. Point final. Cette prétendue fraternité, il a ricané avec condescendance, est une tentative pathétique et transparente d'extorquer de l'argent. Nous sommes prêts à offrir un petit arrangement à l'amiable pour que tout ça disparaisse. Acceptez ou on vous poursuit pour poursuite abusive. Il s'est adossé avec suffisance. Pendant tout son discours, Amani était restée parfaitement immobile. Elle l'avait laissé construire sa propre potence. Quand il s'est tu, elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a laissé le silence s'étirer, laissé ses mots pendre et pourrir. Puis lentement, délibérément, elle a ouvert le dossier. « Merci pour votre évaluation, maître Barry », dit-elle, sa voix douce mais tranchante comme l'acier froid. « Maintenant, permettez-moi de présenter la réalité juridique réelle. » Elle a fait glisser un document sur la table, l'accord notarié original de la fraternité. Ceci est un accord de partenariat juridiquement contraignant, signé et notarié il y a 10 ans par 12 personnes. Il établit une fiducie formelle. Il stipule explicitement que tous les gains de loterie achetés avec les fonds de la fiducie sont la propriété collective des 12 membres.
a partagé également. Barry l'a pris, son expression confiante vacillant alors qu'il voyait les signatures, le tampon du notaire. Didier s'est penché, le visage devenant de plus en plus pâle à chaque mot. Amani a continué impitoyablement. Le billet n'a pas été acheté par un particulier. Il a été acheté par M. Vance en sa qualité de fiduciaire désigné. Par conséquent, le billet appartient à la fiducie. Le nom de votre cliente au recto est juridiquement sans pertinence face à un document notarié antérieur prouvant la propriété collective. La couleur a quitté le visage de Didier. Leur confiance s'est effondrée, remplacée par un doute glaçant. Amani a fait glisser une deuxième pile de papier, plus épaisse. Ceci est l'historique bancaire complet du compte dédié de la fiducie remontant à 15 ans. Schéma clair et ininterrompu de dépôt de 11 membres et de retraits hebdomadaires correspondants pour acheter des billets. Elle a tourné son ordinateur portable. Les images de vidéosurveillance du bureau de tabac de M. Kim ont défilé. Moi au comptoir, la carte de débit de la fraternité glissant, le billet gagnant s'imprimant. Et voici la preuve vidéo des fonds de la fiducie achetant le billet gagnant spécifique au moment exact et à l'endroit où il a été vendu. Ce que vous avez ici, maître Barry, ce n'est pas un simple différend de propriété. Vos clients ont tenté de frauder 11 personnes de leur propriété légitime. C'est un délit. Le mot délit a plané dans l'air comme de la fumée. Barry était sans voix. Didier respirait lourdement, l'air acculé. Mais Amani n'avait pas fini. Au-delà de la fraude, il y a la question de l'intention, du caractère. Elle a cliqué sur un autre fichier. L'écran s'est rempli des publications sur les réseaux sociaux de Nia. Eux devant ma maison, Didier avec la décapotable, la fête somptueuse, les reçus pour un nouveau manoir et des vêtements de créateur, tous datés après qu'il m'ait jeté dehors. Pendant que les autres membres de cette fiducie, des hommes de 70 et 80 ans vivant de petites pensions après des vies de dur labeur, attendaient patiemment, vos clients faisaient une virée shopping, dépensant de l'argent qui ne leur appartenait pas. Ce n'est pas seulement une preuve d'intention de frauder. C'est la preuve d'un manque de respect profond et d'une cupidité stupéfiante. La pièce était totalement silencieuse. Nia s'est effondrée. Un sanglot s'est échappé. Elle s'est couvert le visage, les épaules tremblantes. Didier fixait l'écran, le visage d'une pâleur cadavérique. Les images de sa propre arrogance le condamnaient. Les arguments juridiques étaient terminés. C'était maintenant mon tour. Je me suis penché en avant, les mains à plat sur la table. J'ai regardé directement ma fille, la forçant à croiser mon regard. Son visage était strié de larmes, mais je ne voyais aucun remords réel, seulement de la peur. J'ai parlé, ma voix calme, lourde, portant le poids d'un cœur brisé. « Ma fille, as-tu au moins lu le nom qui figure sur ce billet de loterie ?» Elle a eu l'air confuse, le souffle coupé. « C'est mon nom », a-t-elle bégayé. « Mon nom est dessus. » J'ai lentement secoué la tête. La dernière pièce du piège était sur le point de se refermer. Non, tu as lu ton nom. Tu n'as pas lu ce qui est écrit au dos. Tu étais tellement aveuglé par les chiffres que tu n'as jamais pensé à le retourner. J'ai sorti une photocopie du dos du billet et l'ai fait glisser sur la table. Je l'ai signé Nia au moment où je l'ai acheté. Là, sur la ligne de signature. Ils se sont tous penchés. Là, de mon écriture ferme. Elijah Vance, fiduciaire de la fraternité du poste. Ton nom au recto servait juste à le garder, ai-je dit, la tristesse m'envahissant. Je l'y avais mis parce que je te faisais confiance. J'allais le mettre au coffre le lendemain. Je te faisais confiance avec tout. C'était ça, le coup final. Pas un argument juridique, une déclaration de ma confiance et de sa trahison absolue. L'effondrement a été total. Barry s'est affaissé, le visage livide. Il savait qu'il était battu. Didier a frappé du poing sur la table, un geste pathétique d'un homme qui avait tout perdu et savait que c'était sa propre faute. Nia a fixé la photocopie, puis un gémissement guttural et profond s'est échappé de sa gorge, le son d'une âme se brisant. Elle avait été si sûre de sa victoire, si enveloppée dans la cupidité, qu'elle avait négligé le détail le plus simple. Ils n'avaient pas seulement perdu l'argent, ils avaient tout perdu. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel son. Le gémissement de Nia s'est transformé en sanglots brisés. Elle s'est penchée sur la table, sa robe chère ressemblant à un costume sur une poupée cassée. Didier était assis figé, le visage un masque d'incrédulité et de rage impuissante. Barry avait l'air d'avoir assisté à un accident de voiture, pâle, transpirant, totalement silencieux. Amani a laissé le silence planer pendant une longue minute, permettant à leur défaite de s'ancrer dans leurs os. Quand elle a parlé, sa voix était calme, clinique, dépourvue de triomphe. Elle était un chirurgien faisant l'incision finale. Maintenant, nous arrivons à ce qui va se passer ensuite.
Vos clients ont deux chemins. Elle a croisé les mains. Option 1. Vos clients signent un document juridiquement contraignant ici même, tout de suite, reconnaissant la réclamation de la fraternité. Ils déclarent publiquement qu'il s'agissait d'un profond malentendu. Il renonce formellement au billet à son fiduciaire légitime. En échange, la fiducie ne poursuivra pas de poursuite pénale pour fraude. Monsieur Vance recevra sa part d'un 12e des gains, et ce qu'il fait de cette part est sa décision seule. Elle a fait une pause, laissant la bouée de sauvetage s'installer, puis a exposé l'alternative. Option 2. Vous pouvez vous battre. Vous ferez face non pas à une, mais à 11 poursuites civiles séparées. Simultanément, je transmettrai ce dossier au procureur de la République en recommandant des poursuites pénales pour complot en vue de commettre une fraude et vol par tromperie. Les achats récents de vos clients seront présentés comme preuve d'intention. Leurs avoirs seront gelés, ils feront probablement face à de la prison. Et à la fin, après tous les frais juridiques et l'humiliation publique, ils perdront. Il ne leur restera rien qu'un casier judiciaire et une montagne de dettes. Le choix vous appartient. Barry a retrouvé sa voix. Un murmure rauque. Il s'est penché vers Didier et Nia avec urgence. Acceptez l'accord. Pour l'amour de Dieu, acceptez l'accord. Il n'y a aucun moyen de gagner ça. Didier a eu un dernier éclair de défi. Il s'est levé d'un bond, le visage violet de rage. « C'est toi qui as fait ça !» a-t-il craché vers moi, la voix se brisant. Toi, le vieux, tu ne pouvais pas juste nous laisser être heureux. Tu devais tout gâcher. Avant que je puisse répondre, Marc s'est levé. Il n'a pas dit un mot, s'est juste levé de toute sa hauteur, les bras croisés, et a fixé Didier. La rage dans les yeux de Didier a vacillé et s'est éteinte, remplacée par une peur primale. Il s'est affaissé dans son fauteuil, un ballon dégonflé. Comme tous les brutes, c'était un lâche au fond. Tous les regards se sont tournés vers Nia. C'était sa décision. Elle a lentement levé la tête, le visage un désastre de maquillage coulé et de larmes. Elle m'a regardé, et pendant un instant j'ai vu un éclair de la fille que j'avais connue. Une pointe de honte, une lueur de regret. Mais elle a été engloutie par le poison amer de sa perte. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle a regardé son avocat et a fait un petit hochement de tête presque imperceptible. C'était fini. Amani a été d'une efficacité impitoyable. Elle a produit un document de règlement pré-rédigé, une confession et une reddition dans un langage juridique dense. Elle l'a placé devant Nia avec un stylo. « Signez ici ». Avec une main tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le stylo, Nia a signé. Sa signature était une ligne dentelée et brisée. Didier a signé après, un gribouillis rapide et rageur. « Le billet », dit doucement Amani. Nia a fouillé dans son sac et en a sorti le petit bout de papier. Le billet à 125 millions d'euros. Elle l'a tenu un long moment, le fixant, puis elle l'a poussé sur la table vers moi, incapable de me regarder, les yeux fixés sur le bois brillant. Le billet a glissé jusqu'à s'arrêter devant mes mains. Je l'ai regardé, puis ma fille. Il n'y avait aucun triomphe en moi, aucune joie. Seulement une tristesse vaste et caverneuse. C'était une victoire qui ressemblait exactement à des funérailles. J'avais récupéré notre argent, mais j'avais perdu mon enfant. J'ai pris le billet et l'ai tendu à Amani, qui l'a placé soigneusement dans une enveloppe propre. « Ceci conclut notre affaire », dit Amani en se levant. « Une copie de l'accord signé sera transmise à votre avocat. Nous nous occuperons du reste avec la Française des Jeux. Vous êtes libre de partir. » Ils se sont levés comme des zombies. Les mouvements raides et robotiques. Barry a pratiquement couru dehors. Didier a saisi le bras de Nia et l'a tiré vers la porte. Juste avant de sortir, Nia s'est arrêtée. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers moi, les yeux remplis de honte toxique, de haine et d'une question désespérée non formulée. Je n'avais pas de réponse. J'ai juste soutenu son regard. Mon visage un masque de tristesse. Puis elle est partie. La porte a cliqué en se fermant, laissant un silence profond et pesant. L'histoire a éclaté quelques jours plus tard, mais ce n'était pas celle dont Nia et Didier avaient rêvé. Les informations locales n'ont pas raconté l'histoire d'un jeune couple chanceux. Au lieu de cela, ils ont raconté l'histoire de la fraternité du poste. Une photo de 12 hommes aux cheveux gris souriants, en veste de travail usée devant la vieille aciérie. Le titre: 15 ans d'amitié récompensée pour des ouvriers sidérurgistes retraités. C'était une histoire réconfortante que la ville a embrassée. Nous étions des héros locaux pendant une semaine. Quant à Nia et Didier, ils ont été réduits à une seule phrase vague. Le prix a été réclamé par la fiducie après qu'un bref différend de propriété ait été résolu à l'amiable. Ils n'étaient pas des méchants, ils étaient pires, une note de bas de page, complètement effacée de l'histoire. Leur tentative désespérée de célébrité ne leur a laissé rien d'autre que l'obscurité. L'argent est arrivé quelques semaines plus tard.
Le chiffre sur mon compte bancaire était stupéfiant, si énorme qu'il semblait irréel. Mais je n'ai ressenti aucune poussée d'excitation, juste une responsabilité profonde. Ce n'était pas un prix, c'était un outil, un test. Je n'ai pas acheté de nouvelles maisons ni de voitures de luxe. Je suis resté chez Marc pendant que je rencontrais des planificateurs financiers et des avocats. Je savais exactement ce que je devais faire. L'argent était entaché par la trahison de ma fille, et je ne pourrais jamais trouver la paix en le dépensant pour moi-même. Mais je pouvais l'utiliser pour laver la tâche. Je pouvais le transformer en quelque chose de propre, quelque chose de digne de la femme, dont je chérissais la mémoire plus que tout. La scène finale s'est déroulée 6 mois plus tard par un bel après-midi ensoleillé. Je me tenais sur une petite estrade dans un parc de mon ancien quartier. Une foule s'était rassemblée. Des amis, des voisins, des responsables locaux, des familles que je n'avais jamais rencontrées. Derrière moi se trouvait une grande banderole. Cérémonie de pose de la première pierre du centre communautaire, Lorette Vance. J'avais utilisé chaque centime de ma part pour créer la fondation Lorette Vance. Sa mission était simple, donner aux autres les chances que ma propre fille avait rejetées. Des bourses pour les enfants défavorisés, des subventions pour les parents célibataires en difficulté. C'était la seule façon que je connaissais d'honorer mon épouse. Son amour avait toujours été de construire les gens, pas d'accumuler des choses. Je me suis tenu au pupitre et j'ai parlé de Lorette, sa gentillesse, sa force, sa foi dans la communauté. J'ai parlé de tenir ses promesses. Alors que je regardais la foule, les visages pleins d'espoir que l'héritage de ma femme allait maintenant aider, mes yeux ont balayé le bord du rassemblement. Et puis je l'ai vue. Nia se tenait tout au fond, partiellement cachée par l'ombre d'un vieux chêne. Elle était seule. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par une robe simple. La posture arrogante avait disparu, remplacée par des épaules affaissées parlant d'un fardeau profond et lourd. Son visage était mince, les yeux remplis de regrets purs et indéniables. Elle ne me regardait plus avec haine. Elle regardait juste un fantôme à un festin qu'elle aurait dû co-organiser. Nos yeux se sont croisés à travers la distance. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. La colère s'était depuis longtemps évanouie, ne laissant qu'une tristesse profonde et douloureuse pour la fille que j'avais perdue. J'ai soutenu son regard pendant un long moment, puis j'ai fait un seul hochement de tête presque imperceptible. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas une invitation. C'était juste une reconnaissance. La reconnaissance qu'elle était là, qu'elle faisait partie de cette histoire. Même si son rôle était tragique, la porte de mon cœur n'était pas complètement fermée. Mais le long chemin pour y revenir était un chemin qu'elle devrait parcourir entièrement seule. Elle a soutenu mon regard une seconde de plus, puis s'est retournée et s'est éloignée tranquillement. Après les discours et le premier coup de pelle, je me suis tenu seul près de la grande plaque, portant le visage souriant de Lorette. Le soleil était chaud dans mon dos, le son des enfants jouant dans le parc était une sorte de musique. J'ai enfin senti la paix s'installer sur moi. Une paix que je pensais ne jamais ressentir à nouveau. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu clair, comme si je pouvais la voir regarder vers le bas. L'argent peut acheter une maison, ai-je murmuré à l'air tranquille. Mais il ne peut jamais construire un foyer. Un véritable héritage n'est pas ce que tu laisses aux gens, c'est ce que tu construis en eux. Une douce brise a agité les feuilles du chêne. J'avais tenu ma promesse. J'avais pris soin de notre fille de la seule façon qui me restait. Et j'avais pris soin de notre communauté. Mon travail était terminé. J'ai tenu ma promesse, Lorette, ai-je dit, un dernier sourire tranquille touchant mes lèvres. Tu peux te reposer maintenant. Toute cette épreuve m'a appris quelque chose de profond. L'argent est comme un projecteur. Il ne change pas ce qui est là, il illumine juste ce qui se cachait déjà dans l'ombre. Il a révélé la cupidité dans le cœur de ma fille, mais aussi la loyauté inébranlable de mes amis. J'ai appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais dans les promesses que tu tiens et la communauté que tu construis. L'héritage véritable d'un homme n'est pas la fortune qu'il laisse derrière lui, mais l'intégrité avec laquelle il vit. Et ça, c'est un trésor que personne ne peut jamais te prendre.